Aujourd'hui, nous avons le plaisir, et je mentionne que aussi Isabelle est venue exprès, donc le plaisir d'accueillir Isabelle Desplat, venue exprès de Montpellier. Aujourd'hui, elle repart demain. Donc on est particulièrement reconnaissant. Et avec Isabelle, on a une histoire déjà un peu ancienne, puisque c'est avec Isabelle et Redouane, son compagnon, qu'on avait vu on avait profité de la fermeture du centre pour travaux pour faire une formation à la gouvernance participative, je vais dire. Afin de voir comment on peut motiver chacun, que chacun se sente concerné, impliqué, et aussi prenne ses responsabilités. Bien, les choses bougent beaucoup en ce moment, on fait pas on ne dirige pas une organisation de la même façon qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on essaie de se tourner un peu déjà dans le présent puis aussi dans le futur. On a aussi fait avec Isabelle un moment à la ferme du Col, dans l'Ariège, aussi dans cette idée de gouvernance. Et ce soir, cela va être aussi dans le Agir ensemble. Et pour terminer les 3 lieux en amas, Isabelle fera aussi des formations, enfin des modules basés sur la CNV, on va dire, à Louparadou, dans les mois à venir. Bien, après, qui est-elle? Qui est-elle? Elle nous dira un petit mot sur elle-même. Moi, je dirais que je l'ai connue plus au départ par la CNV, et après par l'approche sociocratie, qui a l'avantage de pouvoir s'adapter à tout type de gouvernance, ce qu'on a fait ici, qu'on continue à faire, parce que c'est quelque chose qui est bien établi maintenant, mais qui peut toujours se réajuster. Et puis aussi en lien avec le mouvement Pierre Rabhi, le mouvement Colibri. Et maintenant, Isabelle est aussi présidente de Colibri, qui est quelque chose, toute une organisation, plusieurs organisations même avec lesquelles on se sent tout à fait en harmonie. Voilà, je dirais cela pour le moment, et puis je vais dire la suite. Merci. Merci beaucoup, Diva Brita. Merci à vous de m'avoir invité, et j'ai le goût de la continuité dans les relations, et notamment quand nous construisons ensemble des façons d'être et d'agir qui me réjouissent, ça me donne envie de continuer, donc ça n'était pas un gros effort de venir. Et vous avez parlé d'harmonie, c'est vrai que je me sens très en harmonie avec les valeurs du Centre Ama, avec l'énergie des belles personnes qui viennent ici. Et donc, moi, ça me nourrit aussi de vivre ces rencontres et de partager des choses qui me tiennent à cœur et qui, à mes yeux, dessinent, tout en étant des chemins d'apprentissage, des manières d'être et d'agir ensemble qui permettent de créer le monde dans lequel, en tout cas, moi, j'ai envie de vivre. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager un certain nombre de clés. C'est le mot qui a été posé par Mathieu. Je ne trouve pas toujours son nom, quand il m'a demandé cette intervention, c'était de voir comment fournir quelques clés à des personnes qui ont envie d'œuvrer ensemble, et sachant que vous avez aussi des ateliers pratiques, il s'agissait plutôt de donner des repères sans forcément passer par la pratique, même si j'ai une grande préférence pour tout ce genre de sujet pour l'expérimentation, et c'est ma manière préférée d'apprendre. Donc ce soir, je vais me livrer un exercice qui est plutôt différent de celui que je préfère, mais confiante que vous avez d'autres espaces pour expérimenter, eh bien, je vais m'y livrer avec joie et enthousiasme. Voilà. Alors, le thème, apprendre à agir ensemble. Ah oui, je vais me présenter un tout petit peu plus parce que je suis aussi dans un projet agroécologique avec mon compagnon, près de Montpellier. C'est la raison pour laquelle je ne suis plus beaucoup dans la région parisienne.
Donc nous créons un écodomaine qui sera aussi un lieu, nous l'espérons, de formation. Pour le moment, les bâtiments sont en cours de construction. S'il y en a qui ne savent pas trop quoi faire cet été, mais je ne viens pas chercher sur les plates-bandes du centre Ama. Nous accueillons des woofers à partir de maintenant. Voilà. Quant au mot présidente pour Colibri, vous le verrez dans les gouvernances que nous avons choisi d'utiliser, c'est le mot de coordination, et donc de coordinatrice qui a été retenu, et donc je ne suis pas présidente de Colibri, même si je suis pour l'administration, parce que nous n'arrêtons pas de faire de la traduction juridique entre notre gouvernance, assez innovante, et à l'aide d'un juriste conseillère et ami de Pierre Rabhi, pour le traduire en langage loi 1901 classique, et ça le fait, comme on dit aujourd'hui, on y arrive. Donc en faisant un petit peu d'équilibrisme entre toutes ces nouvelles formes qui émergent, et comme finalement les lois ne sont toujours que le résultat des pratiques, eh bien nous osons pratiquer, même si la loi pour l'instant ne comprend pas toujours tout ce que nous faisons. Voilà. Alors, quelques repères sur apprendre à agir ensemble. J'ai sous-titré ça « Comment conjuguer souveraineté individuelle et intelligence collective ». Il s'agit d'articuler finalement le je, un être unique, individué aujourd'hui, c'est-à-dire différent des autres, conscient de lui-même et en même temps œuvrer ensemble dans une direction commune. Voilà comment on pourrait définir l'agir ensemble, en tout cas tel que je l'ai choisi. Et avant ça, j'aimerais bien poser quelques éléments de contexte pour savoir dans quel moment du monde nous sommes et situer l'agir ensemble dans quelque chose de plus vaste sur la planète. Ça nous permettra de mieux comprendre ce dont il est question et à quoi nous contribuons concrètement quand nous choisissons certaines façons d'agir ensemble. Ces contextes et ces enjeux, c'est ceux d'un monde en transition. Je crois que c'est un constat partagé, avec des situations assez difficiles, qui sont caractérisées par des crises multiples qu'on pourrait appeler systémiques parce qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres, interdépendantes, et qu'il n'y a plus aucun facteur qui soit, enfin on le voit, séparé des autres. J'espère qu'au moins cette crise va nous permettre de voir que tout est lié. Et puis, en même temps, je l'ai mis à côté, mais finalement ça germe de partout à l'intérieur, un autre monde qui pousse. Voilà, donc chacun de vous en est témoin, on est acteur, et nous sommes dans nos projets collectifs des lieux où des oasis savantes et où une autre façon de prendre soin du vivant, aussi bien naturel que humain, est en train de s'inventer. Alors ça, c'est la bonne nouvelle qui me donne chaud au cœur, c'est de voir que cette forêt qui pousse, même si elle ne fait pas encore la une des médias ou du JT, elle est une vraie réalité. J'ai choisi de regarder celle-là. C'est aussi que Colibri s'occupe surtout de regarder et de promouvoir ce qui pousse. Et il pourrait être intéressant d'aller regarder c'est quoi la cause de ces multicrises et de ce monde qui finalement est à bout de souffle, en train de s'effondrer, avec différents aspects qui sont des symptômes dont beaucoup souffrent aujourd'hui. La violence, les inégalités sociales, la famine, les désastres écologiques, la pauvreté, les guerres, l'exploitation des humains et l'épuisement des ressources naturelles et d'autres encore, que je ne nomme pas là, sont finalement causés par la même origine. Alors ça, c'est intéressant de le voir, je trouve, pour se rendre compte que finalement, si nous voyons clair sur l'origine, en tout cas c'est celle que je vous propose et que je vais citer de la part de Jean-François Noubel, ça nous donnera une piste pour agir. En tout cas c'est celle que j'ai retenue. C'est que tous ces enjeux proviennent d'une seule et même cause, c'est le fait que l'humanité n'a pas encore créé d'espèce sociale capable de ne plus produire ces fléaux. Ça paraît bête, mais il semblerait qu'il y a d'autres espèces vivantes qui réussissent à cohabiter, à coopérer, sans créer de mise à l'épreuve de la toile de la vie comme l'être humain l'a fait. Donc nous sommes un être humain en cours d'évolution et qui n'a pas encore trouvé sa manière de s'insérer dans le vivant sans le perturber fortement. Donc heureusement nous évoluons,
vers un être humain qui sera peut-être plus conscient de sa reliance et conscient de son impact. Alors si on continue un petit peu la citation de Jean-François Nobel, il dit « Même constitué d'individus conscients et compétents, le vivant collectif continue d'opérer à la manière du vivant archaïque. » C'est-à-dire avec son cerveau reptilien limbique, qui a été très très utile bien sûr pour survivre, et qui nous reste bien utile dans les moments où il s'agit de se défendre et de se protéger. Donc ces logiques de territoire, de compétition, de domination, de reproduction, d'alliance, de recherche de nourriture, qui sont les mobiles qui définissent son action. C'est intéressant, je trouve, cette comparaison entre l'être humain qui, quand il est en mode survie, a des comportements prédateurs, dominants, de compétition, et finalement, le collectif humain, les organisations, si vous regardez comment se comportent les entreprises en général, se comportent de la même manière. Par fusion, on va manger les petits pour faire grossir les gros, de manière indéfinie. J'ai jamais vu dans la nature un organisme qui, et ça c'est le bon sens de Pierre Rabhi qui me le rappelle souvent, un organisme vivant qui croit à l'infini. Dans la nature, il y a cette sagesse que chaque organisme vivant a une taille optimale à laquelle la croissance s'arrête. Et là, ça vit et ça permet à d'autres organismes de cohabiter. Et dans les organisations humaines, il y a cette forme de gigantisme qui ressemble plutôt à une maladie comme le cancer qui croîtrait à l'infini et créerait des dysfonctionnements. Donc ces logiques-là sont comme des logiques qui sont finalement des logiques, on approfondira ça un petit peu plus tout à l'heure, qui sont appuyées sur des mécanismes de défense liés à la peur et que nous transposons dans nos organisations et donc dans notre agir ensemble. Et c'est donc de ce fait que nous avons un impact toxique sur les équilibres. Voilou. Donc, voilà où nous en sommes. Un être humain qui cherche la paix et à sortir de ces mécanismes de survie qui finalement ne le satisfont pas tant que ça. Alors, si on devait résumer l'enjeu, c'est de passer d'un paradigme de la domination que nous voyons finalement à tous les étages dans les organisations humaines, y compris dans l'éducation, à un paradigme de la coopération. Voilà peut-être, en tout cas, c'est le levier sur lequel moi je me suis arrêtée, ce levier qui est la cause des causes en termes de fonctionnement humain. Et donc ce paradigme de la coopération qu'il s'agit de savoir instaurer entre êtres humains, au sein des organisations, mais aussi dans les relations de l'homme avec la nature. Et puis, si c'était lié, au sein de soi-même. Alors, ça c'est mon grand dada. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui de détailler ce dernier aspect parce qu'il est peut-être un petit peu plus lointain de vos préoccupations, encore que mes conversations de tout à l'heure m'ont montré que pas du tout. Mais en même temps, j'ai axé plutôt mon propos sur les aspects où les clés sont peut-être plus faciles à transmettre, c'est entre êtres humains et dans les organisations, en sachant que de toute façon il s'agit de la même chose, il s'agit de réinstaurer une culture de la coopération. Et je vous cite ici Thierry Gaudin, qui est un prospectiviste, dont vous pouvez retrouver aussi des choses sur Internet, qui a cette merveilleuse citation: « Ce qui fait l'essence de la vie, c'est la coopération, la symbiose des cellules, des organes, des individus, des organisations, des espèces. » Cette coopération, faite d'échanges d'informations, c'est-à-dire de reconnaissance et d'anticipation, c'est la montée de la conscience. S'il y avait un endroit où, en tant qu'espèce en train d'évoluer, nous avions à progresser et à apprendre ensemble, c'est vraiment apprendre à coopérer. Ou réapprendre, finalement, ce que nous avons su dans des époques où nous étions peut-être végétales ou animales, et que nous avons perdu avec l'accès à une certaine forme de conscience. Je ne sais pas si on peut appeler encore ça la conscience, mais une forme de mentalisation en tout cas. Et puis, il semblerait que là, vraiment, à partir de ces compétences qui ont vu l'émergence du jeu, du sujet conscient, il s'agit de retrouver une capacité à coopérer, appuyée sur ces facultés qui sont celles de l'homme. Donc voilà le beau chantier. Alors moi, j'en ai fait un schéma, alors il est un peu conceptuel, mais en même temps, ça vous donnera comme ça une vision en une page de ce qui me passionne. C'est le lien entre tous ces plans, c'est-à-dire cette coopération intrapersonnelle
comment je relationne avec moi-même. Comment voulez-vous que j'ai des relations apaisées si je suis en lutte avec moi-même? Je n'arrête pas de découvrir à quel point, quand j'ai un conflit à l'extérieur, si je regarde en moi, il y a deux parties qui sont en conflit. Donc je le projette à l'extérieur, ou je le trouve, ou je le crée. Alors ça, c'est mon grand dada, mais je vous dis, à chaque fois que je vous dis ça, je vous dis après que je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais en fait, je le fais quand même. Parce que étant passionnée par les endroits où on a le plus de pouvoir de changement, bah, je vais là. Parce que je découvre que là, il y a beaucoup de pouvoir. En plus, ça dépend que de moi. Alors que si j'attends que les autres changent ou que les organisations changent, là, je me rends compte que je commence à désespérer parce que ça dépend pas beaucoup de moi. J'ai pas beaucoup de pouvoir. Donc chercher les endroits où nous avons du pouvoir, moi, ça me motive beaucoup. Alors j'ai beaucoup de pouvoir sur moi. Et en plus, c'est contagieux parce que plus je m'occupe de faire la paix à l'intérieur de moi, plus je vois la paix autour de moi, et plus j'aide des gens à faire la paix, donc bah, c'est juste très motivant. Voilà. Donc vive la coopération intrapersonnelle et qui est comme les poupées russes, hein, la première, la plus profonde, qui va bien sûr influer sur donc la deuxième, nos relations, et donc sur nos relations interpersonnelles et notre capacité à coopérer deux à deux dans la relation individuelle. Et en fonction de cette capacité à relationner à deux, nous allons pouvoir créer des organisations qui sont aussi d'un paradigme différent. Les trois plans interagissant en permanence, parce que quand vous êtes dans une structure qui crée de l'insécurité pour tout le monde, vous êtes ramené à vos mécanismes de peur, à la lutte, et puis à l'intérieur de vous, à la peur, et vous allez retrouver tous vos mécanismes de pétrification, voire de prédation, de repli sur soi, on va les revoir après. Donc tout ça c'est systémique, et quand vous agissez sur un bout, vous agissez sur les autres. Voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle, parce que dès que je commence à faire un petit bout de chemin dans une relation à Dieu, je fais du bien à l'intérieur, je fais du bien plus loin. Je suis sûre qu'un jour on verra à quel point tous ces micro-changements, comme le monde est une fractale, comme le montre aujourd'hui la physique quantique, nous agissons finalement très très loin, même quand nous agissons dans notre propre microcosme. Voilà, et ça fait du bien aussi à la nature quand l'être humain arrive à vivre en paix. Donc voilà cette image, j'ai appelé ça la coopération intégrale, pour montrer combien finalement ces trois plans, et j'inclus dans le troisième le lien avec la nature et la société, sont interdépendants et systémiques. Alors maintenant, ça c'est le contexte, les enjeux, comment faire pour progressivement développer une culture de la coopération. D'abord, et ensuite on verra les aspects organisationnels et collectifs, d'abord entre êtres humains au sens tout simplement interpersonnel. Et là-dessus, les clés que je vais vous partager, elles viennent de la communication non violente, parce que après avoir découvert un certain nombre de méthodes, et j'en apprécie beaucoup, finalement, j'ai trouvé dans la CNV celle qui soutenait beaucoup, le plus le changement de paradigme auquel j'aspirais. C'est-à-dire, c'est pas seulement une technique. La CNV, c'est vraiment quelque chose qui permet, quand vous le pratiquez, de vous transformer. Et c'est pour ça que c'est une pratique. Voilà. Hein. Si on devait parler de la CNV comme un outil, je serais un petit peu triste, parce que c'est vraiment une pratique transformante. À chaque fois que je continue de la pratiquer beaucoup, je ne l'ai pas, excusez-moi, c'est pas affiché. Voilà. Parce que moi, mon écran, il a un métro d'avance sur vous. Voilà. Alors, je voudrais honorer l'homme qui a apporté cette approche, qui est un psychologue clinicien, Marshall Rosenberg, aux États-Unis, qui est dans la mouvance de Carl Rogers, le père de l'empathie, et qui a cheminé en fait en se posant deux questions à cause de son histoire à lui, où il a été assez malmené en tant qu'enfant, du fait de sa judéité, et des gangs qui lui en voulaient pour des raisons de racisme, mais il s'est posé des questions. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous déconnecter de notre nature compassionnelle? Étant élève et collaborateur de Carl Rogers, il avait déjà intégré ce postulat que nous sommes des êtres naturellement bienveillants. Et donc il s'étonnait de voir comment des personnes pouvaient vivre en dehors de leur bienveillance, coupées de celle-là. Voilà. Et du coup, vivre un certain nombre de comportements destructeurs pour eux-mêmes ou pour les autres.
Ça, c'était une des grandes questions qui s'est posée. La deuxième, c'est comment font certaines personnes, il pensait notamment à sa grand-mère, qui, quelles que soient les circonstances, gardait une forme de paix, d'accueil et de centrage, d'ouverture du cœur, alors qu'elle vivait des moments, des circonstances extrêmement difficiles. Donc il s'est dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à rester en lien avec leur nature bienveillante. Et ça, ce sont les deux questions qui l'ont mis en route, avec lesquelles il a fait le tour du monde. Et ça lui a permis d'identifier un certain nombre de dominantes, enfin plutôt que de dominantes, de constantes, qui sont au-delà des cultures, sauf pour certaines cultures qui sont moins traumatisées que les nôtres. Il y a quelques exceptions que je mentionnerai, qui sont certains peuples premiers, qui apparemment sont moins déformés que nous avons pu l'être dans notre monde occidental. Donc des constantes qu'on va regarder ensemble, et puis ensuite il a mis au point tout simplement un processus très naturel, puisqu'il s'appuie sur l'intelligence de notre corps, de notre cœur, pour nous relier à notre nature bienveillante. Voilà, c'est ça son intention. Donc d'abord les constantes qui font partie de ces constats, c'est que nous avons été éduqués, donc conditionnés, à nous juger les uns les autres, et que ça a été une façon de nous protéger, de nous affirmer, de nous sentir exister. Là, vous voyez vraiment une résonance avec la phrase de Jean-François Nouvel, ces mécanismes finalement qui ont été portés au plan culturel, dans l'éducation, et qui, voilà, le schéma le montre assez bien, se perpétue. Heureusement que l'ourson n'a personne à qui brimer, mais sinon c'est quelque chose qui est assez contagieux. Ce qui fait que nous vivons, sans nous en rendre compte, dans une culture du reproche, de l'accusation, de la critique, et nous avons probablement intériorisé, si je reviens vers mon sujet préféré, un critique intérieur très puissant, qui, à notre insu, ne cesse de nous envoyer des messages qui nous coupent de notre bienveillance naturelle envers nous-mêmes. La première personne avec qui nous vivons, c'est nous, et il y a un critique qui nous a appris, dès que nous faisons quelque chose qui ne convient pas aux parents, que c'est pas bien. Voilà. C'est tellement insupportable de recevoir des messages comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est ça le message de base, finalement, que nous recevons, c'est il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais vous le croyez, ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous ? Il a fallu du temps pour moi pour m'en libérer, mais je crois que nous sommes des êtres parfaits, en évolution et en apprentissage, mais absolument parfaits. Et c'est tellement insupportable de recevoir ce message qu'à un moment on se dit non, c'est pas vrai, c'est l'autre. Et c'est parti. Le jeu de c'est qui le plus stupide, c'est qui a vraiment un problème, a commencé. Et c'est un cercle vicieux dont heureusement nous pouvons sortir si nous en prenons conscience. Voilà. Alors, déjà, effectivement, prendre conscience de ce qui se passe en nous, c'est prendre conscience de ces conditionnements-là. Le petit schéma vous montre un chacal parce que finalement, c'est le symbole qui a été retenu pour la communication non violente par Marshall au fil des ans, pour symboliser cette partie de nous qui se comporte d'une manière coupée de la vie, et dans un mécanisme finalement beaucoup plus mu par la peur et la lutte pour la survie que par la bienveillance. Il a tout son sens quand il y a des vrais dangers. L'embêtant, c'est quand il n'y a pas de danger et que c'est le chacal qui est aux commandes. Voilà, parce que là, il crée plutôt la zizanie. Donc notre chacal, on va regarder quelques types de comportements qui sont sa façon de s'exprimer ou de penser, c'est de mettre la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur. C'est d'avoir des exigences envers autrui et envers soi-même, de s'imposer, d'imposer par la force, ou par les arguments d'autorité, quand nous ne sommes pas sûrs d'obtenir autrement, de chercher qui a tort, qui a raison, d'interpréter les événements à travers notre fil, notre mental qui s'agite, qui s'inquiète, qui se raconte que si l'autre n'est pas là à un rendez-vous, c'est probablement qu'il ne m'aime plus, ou que moi, j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas et je suis vraiment une mauvaise personne. Juste, je ne pourrais pas raconter vos films à vous, mais chacun les connaît, ces films qui ne sont pas du tout la réalité, qui sont juste nos peurs, qui sont projetées sur un grand écran.
Et puis nous culpabilisons l'autre ou soi-même, et nous sommes dans des relations aussi à des moments, alors du tac au tac, c'est-à-dire notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique ont un fonctionnement, les neurosciences nous l'ont montré, qui va beaucoup plus rapidement que le néocortex préfrontal. Hein? Et parfois notre chacal il croit qu'il est intelligent parce qu'il répond vite. C'est juste qu'il va chercher dans sa bibliothèque un mécanisme tout préprogrammé et il le balance. Voilà, donc ça n'a rien de créatif, rien d'intelligent, c'est juste vite. Voilà, et c'est intéressant de se rendre compte que justement, si nous voulons commencer à dompter et à apprivoiser notre chacal, respirer, ralentir un petit peu, prendre du temps de recul, ça va nous aider. Sinon, c'est lui, bien souvent, qui est aux commandes, et notamment au moment de stress. Si la peur nous prend et que le mécanisme arrive avant que nous ayons conscience qu'il y a une peur et qu'il n'y a peut-être pas de raison d'avoir peur, on va pouvoir en tout cas accueillir notre peur. Si nous ne faisons pas ça, c'est le chacal qui prend le dessus. Voilà. Donc, une des premières clés, c'est déjà de devenir conscient de tout ça. Une fois que nous savons globalement que ça peut se passer, c'est prendre le temps d'être témoin, observateur, de prendre du recul et d'observer qu'il y a une partie de nous qui réagit, mais c'est pas nous. Le centre de notre être n'est pas réactif. Mais en revanche, il est capable d'accueillir ce qui se produit en nous à chaque instant. Alors, quelques mots pour comprendre un petit peu plus, puis continuer d'identifier, parce que devenir conscient, ça veut dire aussi mieux comprendre et mieux repérer quand ça se produit. C'est que ces réactions de notre chacal sont des conditionnements, pour partie, qui se sont appuyés sur des réactions de défense biologiques, mais que nous avons continué de vivre, même si nous ne sommes plus dans la jungle, là, pour nous défendre contre des bêtes sauvages, nous continuons de le faire, un petit peu par automatisme, sans nous rendre compte qu'il n'y a plus de bêtes sauvages. Voilà. Donc les caractéristiques de notre chacal, quand c'est lui qui est aux commandes, c'est des pensées binaires, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est normal, c'est pas normal, raison, tort, et avec quelque chose qui ne sait pas trop voir qui voit les choses en opposition. Donc, si vous êtes avec ces pensées-là, c'est probablement que c'est votre chacal qui est aux commandes, qui cultive le ou. C'est un de ses mots préférés, c'est toi ou moi, on ne peut pas gagner tous les deux. Hein. Ça ne peut pas être à la fois vrai et faux, on ne pourrait pas avoir tous les deux raisons en même temps. Hein, avoir une partie, chacun, de la réalité, sous un angle différent. Donc tout simplement, ce mode-là nous signifie que nous sommes dans des mécanismes qui sont automatiques. Alors je dis réflexe, c'est pour le reptilien, et automatique pour le limbique. La bonne nouvelle, c'est que autant pour le reptilien, on ne peut pas changer grand-chose, mais lui, c'est pas lui qui nous embête le plus, hein, parce qu'il est très 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 rapide. Quand vous bougez votre genou, c'est un réflexe. Quand vous régulez la température du corps ou vous respirez, c'est un réflexe. Vous ne pouvez pas changer ça par des yogis qui font des années de travail sur eux. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas cela qui nous embête de temps en temps, c'est plutôt les mécanismes automatiques qui viennent du limbique. Et ceux-là, ils sont appris et ils sont modifiables. Voilà. Les neurosciences aussi nous montrent à quel point nous avons une grande plasticité dans le cerveau qui fait qu'à force de proposer un autre chemin que celui que nos parents, nos arrière-grands-parents et toute la généalogie précédente avaient toujours fait, c'est-à-dire répondre à la critique par la critique, taper sur vous voyez, tous les archétypes qui nous traversent quand nous sommes dans des combats. Hein. Tout ça, c'est modifiable, ce sont des autoroutes neuronales qui ont été créées, dont nous héritons. Donc par la biologie, mais aussi par la culture et l'éducation. Nous apprenons à voir comment les parents se parlent et nous apprenons à dire t'es méchant, mais un enfant ne dit jamais t'es méchant si on ne l'a jamais dit t'es méchant. Hein. Donc tout ça, c'est sa bibliothèque limbique qui est en gros une grosse bibliothèque qui enregistre les mécanismes de défense et qui est éminemment plastique. Vous pouvez modifier ça, alors ça demande un peu de pratique, c'est pour ça que je parle de pratique et pas de technique. En 6 semaines, le problème de neurosciences montre que si vous créez d'autres passages, d'autres habitudes, et c'est celle-là que je vais vous proposer après, vous pouvez modifier vraiment votre façon de réagir. Alors, je ne dis pas du tout y arriver tout le temps, mais je peux vraiment vous dire qu'à des moments, je suis stupéfaite de voir comment à des moments je partais en boule, et puis que là, il n'y a plus rien qui bouge. En même temps, je suis très consciente de ce qui se passe. Il n'est pas question non plus que je me laisse marcher sur les pieds, mais je suis calme et aux commandes. Voilà, c'est pas mon limbique là qui fait la loi. Hein.
il me reste une source d'information précieuse, mais c'est pas lui qui pilote. Voilà. Qui pilote le véhicule, c'est ça qui est intéressant de savoir. Et de progressivement confier le pilotage de votre véhicule au centre de l'être. Donc ça, c'est déclenché par le cerveau reptilien limbique, et puis ces grands mécanismes de défense que vous connaissez peut-être, qui sont la fuite, la lutte ou le repli sur soi, et qui se vivent dans l'ordre ou dans le désordre, mais c'est vrai que le repli sur soi et l'abattement arrivent quand ni la lutte ni la fuite ne sont possibles. Hein. On retrouve les grands mécanismes de défense du monde mammifère. Nous sommes des mammifères et ces mécanismes nous sont encore très utiles si nous savons les accueillir et les choisir avec conscience. Alors ces réactions-là, elles ont un coût quand elles sont justement aux commandes sans notre conscience. Ça va être des relations dans lesquelles je vais me fermer, ou je vais m'isoler, et je vais être dans l'évitement, ça c'est la fuite. Ou bien je vais être dans l'opposition et le conflit. Le conflit peut être utile quand il est constructif, mais je peux être dans un conflit violent qui stagne. Ou bien je me résigne, ou je me soumets. Voilà les formes sociales des mécanismes de défense qu'on a vus dans le monde animal. Là, c'est le repli sur soi, de toute façon c'est lui le chef, moi j'ai pas de pouvoir, à quoi bon, et puis le monde ne change pas. Quand chacun de nous est dans ce mécanisme de défense qui est pour moi le pire. Je préfère quelqu'un qui va dire haut et fort, quitte à être un petit peu agressif, que de se résigner ou de se soumettre. Parce que là, il n'y a plus de possibilité de rien faire. Donc ça, c'est le coup, quand nous sommes juste aux prises avec ces mécanismes-là. Et donc, l'idée, c'est de voir si nous pourrions faire autrement, c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a ça en nous, et qu'en même temps, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qui est un signal, et que nous allons pouvoir en faire quelque chose, plutôt que de choisir d'obéir aux trajectoires qui nous indiquent de manière automatique. Nous avons tous des expériences de communication satisfaisantes, fluides, où la relation est agréable, où nous sommes en confiance, détendus, chacun donne le meilleur de son potentiel, peut oser rire, sortir des idées complètement folles, s'exprimer dans son intimité avec des aspects très sensibles, très vulnérables. Voilà, là, dans ces moments-là, nous sommes capables d'offrir et de nous offrir aussi à nous et au monde le meilleur de nous. Alors comment le faire? C'est l'intention de la CNV en tout cas de créer un contexte qui va nous permettre de goûter une qualité de relation avec soi-même et avec les autres qui va servir la coopération. Et la coopération entendue comme une relation dans laquelle les besoins de chacun vont être reconnus et satisfaits de manière pacifique. Là où nos mécanismes archaïques, automatiques, entendaient obtenir les choses par la force. Voilà, c'est donc un changement de paradigme. Et il ne s'agit pas du tout de dire qu'on va y arriver tout le temps. Nous sommes dans une mutation qui va prendre peut-être des millénaires, donc juste on va se détendre. C'est des petits micro-changements. Pour tous ceux qui travaillent sur eux, vous voyez bien ce que ça représente, mais en même temps avec beaucoup de satisfaction de voir quand même que il semblerait que nous soyons dans une époque où ces changements se font assez vite, surtout quand nous sommes plusieurs à les faire en même temps. Il y a une dynamique là d'évolution forte qui soutient l'effort individuel. Voilà, en tout cas, moi je vois pas comment j'aurais pu évoluer comme ça en 10 ans, vous m'auriez vu, je pense que j'ai choisi cette pratique parce que je suis extrêmement réactive. Demandez à mon compagnon. Voilà. Donc, alors, j'avais nommé comme première clé prendre conscience de ce qui se passe en soi et de ses mécanismes réactifs. Voilà, ça c'est la première chose. Je prends conscience au lieu de tout de suite lui obéir. Deuxième clé. Eh bien, je vais prendre la responsabilité de ce qui se passe en moi. Mon chacal dit volontiers que c'est l'autre qui est responsable ou le monde extérieur qui est méchant. Eh bien là, je vais plutôt choisir de prendre la responsabilité intégrale de ce qui se passe en moi. Et là, j'ai beaucoup de pouvoir. Donc, quand je vois que j'ai envie de dire c'est toi le problème, je fais ce que les anglophones appellent un U-turn. Alors, c'est tellement court en anglais, j'aime bien U-turn, mais bon, ça s'appelle en français
un demi-tour. Voilà, je fais demi-tour. En tout cas, mon regard fait demi-tour. Et puis, je tourne le regard vers l'intérieur. Deuxième clé. Je vois qu'il y a un problème extérieur, il se passe quelque chose qui me dérange. Et mon chacal, il a envie de bondir, ou bien de se replier, de dire que le monde est méchant, de faire Calimero, et tout et tout. Donc, je tourne mon regard vers l'intérieur, j'ai mis les lunettes à l'envers, là. Bon, je sais pas, j'aurais bien aimé réussir à lui poser sur les yeux pour qu'on voit qu'il regarde à l'intérieur. Et ça fait partie aussi des choses importantes, le développement de l'intériorité, et sur lesquelles notre éducation et notre culture ne nous ont pas forcément toujours soutenus. Hein, nous sommes très sollicités et stimulés par l'extérieur, mais bon, quand nous prenons conscience que le monde extérieur est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur, je trouve que ça vaudrait le coup quand même qu'on passe au moins la moitié de notre temps à l'intérieur, hein, vous ne trouvez pas? Enfin moi, je passe de plus en plus de temps, hein, et ça me réussit bien. Et tout en ayant une activité très soutenue, mais beaucoup plus détendue. Enfin, voilà, je crois que je vais faire des stages entiers sur changer le monde à partir de l'intérieur. Troisième clé, eh bien, reconnaître et accueillir nos ressentis. Et là, je vais vous donner quelques étapes. C'est très, très succinct. Je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui vous animera un atelier où vous pourrez pratiquer. Hein, c'est vraiment important. Mais déjà, prendre conscience que nous avons un corps qui est capable de ressentir et un cœur, et de refaire amitié avec nos émotions et nos sentiments, hein, qu'ils soient agréables ou désagréables. Je vais les accueillir comme des hôtes et des indicateurs précieux de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, je prends bien la responsabilité. Je ne dis pas « tu m'énerves », je dis « je me sens énervé ». Vous voyez les tout petits changements de paradigme là? Là, ça, c'est des petites victoires. Hein. Donc, vous pourrez les célébrer à chaque fois que vous dites, au lieu de dire « tu m'énerves » ou « il m'énerve » ou « ça m'énerve », de dire « waouh, je constate là que je sens un énervement. » Ça y est, vous avez gagné, vous avez fait le demi-tour là. Et vous êtes en contact avec ce qui se passe en vous. Dans ce cas-là, vous y êtes. Respirez, ralentissez, observez votre agacement. Suivez-le. Suivez son attention, suivez-le de votre attention et observez où il vous conduit. Et les émotions n'ont pas tant d'intérêt que ça en elles-mêmes, elles sont juste très intéressantes dans la mesure où elles sont de précieux indicateurs. On ne va pas rester des plombs sur l'émotion, là, à dire ouais, tu te sens triste, oh ouais, je me sens triste, et en plus abattu, oh ouais, abattu, et en plus désespéré, ouais, désespéré. Non. Ça, ce serait une écoute de soi plombante. Hein. L'émotion a un sens, c'est de nous mettre en lien avec quelque chose de très très précieux, et ça va être la quatrième clé, c'est qu'il nous révèle nos besoins. Et nos besoins, eh bien sûr, ce sont nos besoins humains fondamentaux, comme se nourrir, vivre en sécurité, avoir un toit, mais aussi nos besoins relationnels, de chaleur humaine, d'appartenance, d'être intégré dans un groupe, de se sentir à l'aise, de s'exprimer, et puis aussi de se réaliser, de réaliser des choses qui ont du sens pour nous, de contribuer à enrichir la vie de ceux qui nous entourent et de rendre la vie plus belle. Voilà des besoins très très précieux qui sont en nous. Il y en a quelques-uns là, mais vraiment ils sont une infinité. Et de moment en moment, à travers nos émotions et nos sentiments, ce sont eux qui attirent notre attention, qui nous appellent. Alors nos émotions et nos sentiments sont plus visibles parce qu'ils utilisent le corps comme véhicule que les besoins qui sont immatériels. Ils sont un peu cachés. Et je ne sais pas si vous avez été éduqués beaucoup à aller écouter vos besoins. Donc c'est souvent la terra incognita, c'est quoi un besoin? J'ai le droit d'en avoir, ah bon j'en ai. Eh bien oui, bonne nouvelle, nous en avons tous. Ils sont non seulement universels, donc vous en avez, sinon vous ne seriez pas des êtres humains, même les animaux en ont, tous les vivants en ont, hein, nous les avons en commun, même si en tant qu'être humain nous en avons certains que tous les vivants n'ont pas, notamment donner du sens à sa vie, d'une certaine manière. Ça fait vraiment partie des besoins humains. Et ils sont le réservoir de notre élan de vie. C'est-à-dire que quand nous agissons à partir de nos besoins, plutôt qu'à partir de nos réactions de peur, ben c'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout le même résultat, c'est pas
la même satisfaction. Donc ça, c'est un véritable changement de paradigme aussi. À partir de quoi j'agis? J'agis par peur, parce que j'ai peur de ne pas avoir ma place, alors je vais lutter? Ou bien j'ai pris conscience que j'ai besoin, moi, à un moment, d'avoir ma place et de m'exprimer, et je vais le faire à partir de ça. Et ça ne va pas du tout être pareil. Ça ne va pas du tout être reçu de la même manière non plus. Donc si vous voulez augmenter vos chances de créer des relations dans lesquelles vos besoins sont pris en compte, eh ben, écoutez-les. Si vous souhaitez être écouté, commencez par vous les écouter et voir comment ils vivent en vous. Ça mérite de prendre du temps. S'il y en a qui aiment méditer, vous pouvez aussi méditer sur des besoins très importants pour vous, en restant avec un besoin fort, et observer comment il vit en vous, comment il imprègne vos sensations, vos émotions et votre quotidien. Et peut-être c'est un besoin qui a faim et qui n'est pas très très nourri dans votre vie, ou qui n'a pas beaucoup de satisfaction de s'exprimer. Dans ce cas-là, plus vous passerez du temps avec lui, plus il va commencer à déployer sa belle énergie à travers vous. Donc, agir à partir, et notamment pour passer à l'étape de la demande, qui sera la dernière, là, ça va vraiment être très différent. Et si nous partons d'un élan, d'une réactivité pour co-construire des relations, ça va être très différent que si nous sommes dans une relation où ce qui est à l'origine sont des besoins, parce que là, nous avons une posture constructive. Voilà. Ça, c'est un des mots très importants, qui va d'ailleurs se ressentir parce que nous allons être capables de faire des demandes constructives qui sont reliées à nos besoins et qui sont beaucoup plus sexy à recevoir que quand elles arrivent comme un coup de couteau. Donc une fois que je suis en lien avec mes besoins, c'est plus facile de demander quelque chose que je veux plutôt que quelque chose que je veux pas. C'est ça, faire une demande positive. C'est plutôt que de demander à quelqu'un d'arrêter, de m'interrompre, ou d'arrêter d'arriver en retard aux réunions. Je vais plutôt lui demander: est-ce que tu serais d'accord de me laisser finir ce que j'ai à dire et de m'écouter jusqu'au bout? Ou est-ce que tu serais d'accord d'arriver 5 minutes avant la réunion pour qu'on démarre tous ensemble? C'est beaucoup plus motivant que de demander ce qu'on veut pas ou ce qu'on voudrait plus qu'il se passe. Y compris à vous-même, quand vous faites des demandes à vous-même, si vous voulez vous motiver, demandez-vous ce que vous voulez vivre, plutôt que ce que vous ne voulez plus. Vraiment aucune énergie là-dedans. Concrète, c'est-à-dire, c'est pas seulement un vœu pieux, autant le besoin c'est immatériel, donc là c'est pas très concret, mais la demande, c'est une fois que je suis en contact avec un besoin, je peux faire une demande concrète. C'est-à-dire, c'est une action très précise, ou c'est une parole, en tout cas c'est ici et maintenant, au présent, je sais ce que j'aimerais qu'il se passe, et je me le demande, ou je le demande à autrui. Voilà, ça permet de rentrer dans le concret et de transformer une situation qui ne me satisfait pas en une situation qui va me satisfaire mieux. Quoi de plus précieux dans un groupe, dans une équipe, dans une organisation, que d'avoir des personnes qui sont conscientes de leurs besoins et qui savent aussi comment elles aimeraient qu'ils soient satisfaits à l'avenir, plutôt que de laisser à nos responsables, conjoints, le soin de deviner. Ah oui, tu as besoin de tendresse. Et qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Voilà, quand je sais pas comment tu aimerais que je sois. Là, c'est vraiment très très difficile. Donc si j'ai conscience d'un besoin, je peux en prendre la responsabilité et dire oui, je me rends compte que dans notre relation, bon là je suis plus dans le couple que dans l'agir ensemble, mais j'aimerais qu'on ait des temps d'intimité. Est-ce que tu serais d'accord que ce soir on se fasse une soirée tout seul sans les enfants? Voilà. Et dans le monde du travail et de l'agir ensemble, ça va être aussi, je vois qu'il y a des situations dans lesquelles il n'y a absolument pas, là par exemple d'une réunion, on n'avance pas, on ne prend pas les décisions que j'aimerais voir avancer. Je propose que nous nous limitions pour chaque réunion à 3 sujets sur lesquels nous puissions prendre une décision. Voilà, une décision très concrète qui fait avancer. Donc c'est prendre sa responsabilité dans la manifestation. Et puis réalisable aussi, ça c'est une des caractéristiques qui augmente mes chances que mes demandes soient suivies d'effets, c'est que je vais demander des choses qui me paraissent vraiment praticables. Et en plus c'est beaucoup plus motivant de faire quelque chose qui va marcher, parce qu'après on va pouvoir se réjouir du fait que ça a marché. Donc c'est encourageant et négociable, parce que grâce à une demande négociable, je laisse à l'autre le choix de me dire oui ou non, ou d'avoir une autre idée. Donc on va pouvoir ensemble commencer le dialogue et être dans l'écoute de comment l'autre reçoit ma demande, est-ce que lui il a aussi d'autres besoins que je pourrais écouter. Et donc la 6e clé, ça va être la qualité d'écoute.
que je vais offrir, après celle que je me suis offerte à moi-même, je vais aussi offrir une qualité d'écoute à l'autre qui vient de mon cœur, qui ne vient pas juste de l'écoute de mon mental, qui écoute les mots, hein, mais qui, au-delà des mots, va s'intéresser à sentir ce qui est vivant dans cette personne et donc ses besoins aussi derrière sa demande. Bien souvent, un des freins à l'écoute empathique, c'est je crois que si j'écoute, c'est que je suis d'accord. Mais non, je peux très bien écouter, puis après revenir vers moi et dire voilà, je suis à l'aise avec ce que j'entends de tes besoins. En même temps, la demande non, je ne suis pas à l'aise, et pourquoi? Donc ça va permettre le dialogue. Et donc le dialogue, c'est au lieu d'opposer en croyant que c'est soit toi, soit moi qui allons avoir gain de cause, c'est de mettre « et » entre les besoins en présence. Chacun ne croit pas du tout que c'est possible, il croit que les besoins sont incompatibles. Si on avait plus de temps, je vous montrerai comment les besoins qui sont en polarité, qui nous paraissent incompatibles, sont profondément en synergie. Que ce soit le besoin d'appartenance et d'autonomie. Vous ne pouvez pas vous sentir complètement autonome si vous n'êtes pas en même temps très relié à certains endroits. Donc, confiance que vous êtes relié. Donc c'est juste pour prendre un petit exemple, mais ça c'est le travail de méditation et d'expérimentation des besoins qui vous permettront de voir que si vous mettez « et » entre deux besoins, vous allez devenir créatif. Et il y a des voies qui s'ouvrent. Des voies que notre mécanisme archaïque n'avait jamais pu envisager. Voilà, donc je finis par une petite citation de Marshall Rosenberg qui me donne beaucoup d'espoir et de confiance. C'est notre capacité à satisfaire nos besoins résulte moins d'un manque de ressources que d'un manque de dialogue et de créativité. Donc agir ensemble, c'est se donner la chance d'être plus créatif parce que en écoutant les besoins en présence, nous allons trouver des voies nouvelles pour créer des réponses innovantes aux situations rencontrées. Alors je regarde l'heure parce que j'ai mon deuxième volet là. Alors je dois savoir si ça va toujours. Ouais? Ça va? D'accord. Est-ce que le rythme vous convient? Ou bien c'est un peu rapide? Ou... Ça veut dire comment? Parfait, d'accord. C'est pas trop le débit là? Non, ça va? Encore une demi-heure, c'est rare? D'accord. Ok. Alors, quelques clés maintenant pour transposer et puis aller vers d'autres clés nouvelles qui sont comment, au sein du collectif, coopérer. Une fois que j'ai pris conscience de ma responsabilité personnelle, je vais être très différent dans un groupe. Je vais pouvoir apporter dans le collectif une conscience, une responsabilité et une posture constructive qui vont vraiment changer la donne. C'est pour ça qu'il m'est arrivé d'intervenir dans des entreprises sur le plan juste de la coopération en équipe. Quand il n'y a pas de travail individuel ou de travail relationnel, je vois bien que c'est pas très satisfaisant et c'est pas très durable ce qui se passe. Donc c'est la raison pour laquelle je vous présente les choses dans cet ordre-là, c'est que par quoi commencer? Par soi-même, par le plus proche, et tout ce que vous vivez à cet âge-là, quand vous allez coopérer, ça va vraiment être différent. Et notamment les outils de gouvernance qui sont des outils de gouvernance partagés qui arrivent aujourd'hui. Quand je dis qui arrivent, je voudrais le dire avec beaucoup de respect pour nos anciens, les peuples premiers qui pratiquent ça depuis des siècles, qui ne l'ont pas perdu. Mais en tout cas, que nous retrouvons aujourd'hui, vont être beaucoup plus faciles à vivre. Donc tout ça, c'est un tout. Alors un rapide parcours aussi pour regarder l'histoire des organisations et de l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est le résultat finalement de l'alchimie de nos esprits. Quand je parle d'intelligence collective, en fait, j'inclus aussi la conscience collective, qui est la capacité de se sentir relié. C'est pas pareil que l'intelligence collective, c'est un autre aspect. Par exemple, il y a des espèces animales qui se sentent plus reliés que nous. Un banc de poissons fonctionne à l'unisson, des oiseaux ont tout à fait la conscience d'être ensemble, ou des tribus animales, vous voyez, ont ce sens, on l'appelle la conscience collective. La conscience de faire partie d'un tout. Grande qualité que nous avons à redécouvrir, nous. Que nous ne sommes pas séparés. Et puis, troisième mot qui va toujours derrière
intelligence collective, mais qui est une troisième déclinaison, troisième facette, c'est la sagesse collective. À chaque fois que j'utiliserai le mot intelligence collective, je veux parler des trois. Intelligence collective, conscience collective et sagesse collective. Et la sagesse collective, c'est la capacité d'être inspiré ensemble. De poser des actes justes. C'est ce dont chacun individuellement est capable. Hein. Nous savons à un moment écouter le meilleur de nous, ce qui nous transcende, ou ce qui nous habite au plus profond pour poser un acte juste qui ne sort pas du mental. Eh bien, en groupe, dans un collectif, nous sommes aussi capables de sagesse. Alors ça, je trouve ça assez fascinant de voir comment augmenter les chances d'être ensemble dans l'accueil de la sagesse pour conduire nos organisations. Voilà, alors, petit parcours que j'emprunte aussi à Jean-François Noubel, dont j'apprécie beaucoup l'approche sur l'intelligence collective, sur les différentes formes depuis l'origine que l'homme existe, et même finalement avant l'être humain, puisque je parlais des animaux, ils avaient déjà des formes d'organisation. Mais en tout cas, pour les êtres humains, la forme originelle, c'est la forme en cercle, qui se caractérise par le fait du petit nombre. Donc les peuples premiers peuvent vivre encore comme ça, ou bien quand vous démarrez une entreprise, une association, un petit projet, une start-up, hein, il y a cette dynamique, ou un groupe de musique, une équipe de sport, voilà, on est dans ces formes-là. Intelligence collective originelle. On va regarder les caractéristiques plus tard, mais ça a prévalu depuis l'origine du monde et ça continue d'exister dès que le groupe, en termes de taille et de proximité géographique, le permet. Puis est arrivé avec l'invention de l'écriture, la forme pyramidale. Avant ça, la technologie, c'est le corps. On communique directement, en se parlant, et en présentiel, en étant ensemble, dans la même pièce. À partir de l'écriture, on a pu lever les deux grandes limites de l'intelligence collective originelle, qui sont la distance et le nombre. Parce qu'en écrivant, je peux communiquer à quelqu'un qui est loin, ou bien je peux communiquer à quelqu'un plus tard. J'écris maintenant, il le lira demain. Donc ça a permis des organisations différentes et qui prévalent dans toutes les grandes organisations que nous connaissons, que ce soit les gouvernements, les entreprises, les armées et même les églises, sont fortement pyramidales. Avec un certain nombre de caractéristiques, mais dont je vais juste mentionner celles qui nous font souffrir, même si avant ça je voudrais saluer comment des grands projets, des grands travaux ont pu avoir lieu grâce à l'intelligence pyramidale. N'oublions pas, même si aujourd'hui nous souffrons beaucoup des limites de cette organisation-là, et il y a de quoi, ça a été quand même une opportunité fabuleuse pour réaliser des grands travaux qu'une petite poignée d'hommes n'y arrivait pas forcément à faire. Maintenant, les limites de cette organisation-là, c'est la division du travail et le fait que nous perdons beaucoup la vision globale que nous avions dans le cercle originel. Et puis, c'est une forme très masculine qui avance, qui est orientée vers l'action, beaucoup plus que vers la relation. Donc, l'intuition, la relation, le féminin dans l'organisation pyramidale souffre beaucoup. Et puis, on nous demande souvent de venir pour travailler avec une partie de nous-mêmes en laissant le reste au vestiaire. On vient vendre sa force de travail, mais pas forcément plein d'aspects de nous qui sont tellement utiles dans le cercle, qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il est celui vers lequel il s'agirait d'aller puiser à nouveau. Et puis aussi en termes écologiques, la pyramide trouve beaucoup de limites dans la mesure où finalement elle crée des processus, des procédés d'échelle, pour faire des économies d'échelle, à partir des intrants qui sont les matières premières et qui visent à ressortir de la valeur ajoutée et des déchets. Et donc au plan matériel, on a tellement fait avec ça qu'on se retrouve avec beaucoup de déchets en sortie, donc c'est ça qu'on a maintenant en intrant. Et puis dans l'éducation, on se retrouve aussi avec des déchets, c'est ceux qui ne passent pas les diplômes comme il faudrait, qui n'ont pas le bac, etc. Donc des processus qui ont tellement systématisé au sens simplifié pour pouvoir gérer des intrants les plus simples possibles aussi. Donc on a une érosion de la biodiversité avec des processus qui cherchent l'optimisation en permanence. Donc c'est beaucoup plus simple de gérer des enfants qui ont le même format, ou bien une seule variété de blé. Vous voyez, donc la pyramide, elle a un impact écologique non seulement sur la sortie par
par les déchets, la création de déchets, mais aussi sur les intrants en amont. On cherche la simplification et la perte de la diversité, parce qu'on ne sait pas la gérer. Donc ça fait pas mal de limites sur lesquelles l'homme bute aujourd'hui et qui fait que apparaissent, et c'est déjà observable largement, ce qu'on appelle l'intelligence collective globale, où on a retrouvé une forme circulaire où les gens se relient par centre d'intérêt, par valeurs communes, où leurs émotions font partie aussi de la relation et du dispositif collectif, et où nous pouvons faire partie de plusieurs cercles, parce que les limites géographiques sont transcendées maintenant par soit les déplacements, soit les social wars, là, donc les social wars, pardon, pas la guerre sociale, les réseaux sociaux et tout ce que permet Internet. Donc on a cette forme finalement où les cercles sont imbriqués les uns dans les autres, et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que, alors ça je voudrais vous le montrer juste après, c'est que pour évoluer, pour faire la transition que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire celle qui va de la pyramide vers l'intelligence collective globale, eh bien il s'agit, comme vous le voyez, d'aller récupérer une capacité à fonctionner en cercle pour pouvoir aller vers notre nouvelle destination. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu au cercle, parce qu'il a des caractéristiques qui se sont perdues avec la pyramide et qui sont bigrement précieuses. Donc ces caractéristiques du cercle, elles sont là. En étant conscient des caractéristiques de l'intelligence collective originelle en cercle, on va avoir des critères pour le fonctionnement collectif. Et notamment pour discerner si telle gouvernance contribue à générer ces facteurs-là dans un groupe ou pas. Ça permet d'être intelligent plutôt que de choisir un modèle tout cuit, même si ceux qui commencent à apparaître s'appuient pas mal là-dessus, et beaucoup même, mais en même temps, ce sont des secteurs très innovants et pionniers dans lesquels revenir à ce que nous cherchons à vivre est utile. Donc, les 7 caractéristiques de l'intelligence collective originelle sont l'holoptisme. Holos, ça veut dire le tout, optisme, ça veut dire voir. Ça veut dire que chaque personne voit le tout. Donc ça développe la conscience collective. Le cercle est la forme parfaite où, si nous étions en cercle, là, le nombre ne le permet pas. Moi, je vous vois tous, mais vous, eh ben, vous ne vous voyez pas tous. Donc, il y a une déperdition en termes de vision de chacun au tout auquel il appartient. Le cercle est la forme parfaite pour avoir cet holoptisme. Ensuite, il y a un contrat social. Alors, un contrat social, c'est la base de tout groupe humain. Des règles du jeu partagées. Voilà. Quelles qu'elles soient, il y a des règles du jeu partagées et acceptées, ou pas. Et si elles ne le sont pas, eh bien, on n'est pas dans le cercle, ou on s'en va. Et ça, c'est très important, sinon, il n'y a pas de groupe qui tienne. Ça, c'est pas un truc nouveau. Rousseau en avait parlé, mais avant ça aussi. Une organisation polymorphe. Alors ça va changer aussi pas mal de choses par rapport à l'organisation pyramidale qui est plutôt coulée dans le béton. Polymorphe, c'est qu'elle est capable de s'auto-organiser en fonction des circonstances. Et que le leadership peut être tournant en fonction des événements que nous avons à vivre et de quelles compétences sont nécessaires pour vivre cet événement. Une organisation apprenante. Alors là, on est vraiment dans le thème de votre semaine. Hein, c'est une organisation qui sait apprendre de ses erreurs et profiter des expériences et aussi des choses qui ne marchent pas, qu'on appelle des erreurs. Heureusement, on ne va pas les appeler des fautes. Hein, ça, c'est encore un petit changement de paradigme. C'est juste une erreur qui est une magnifique occasion de cognition partagée. Donc l'erreur est un cadeau précieux que je vais apporter à mon collectif pour apprendre de ça. Dans la pyramide, je vais plutôt avoir tendance à le cacher parce que j'essaie de défendre mon territoire. Hein. Donc il ne faut pas qu'on sache que j'ai des défaillances. Vous voyez, donc ça va stériliser beaucoup la capacité d'apprendre d'une organisation quand elle est organisée sur la peur. La loi du don. Donc la loi du don, c'est le donner, le recevoir, où je ne cherche pas forcément l'équivalence tout de suite. Je sais qu'en donnant le meilleur de moi, je suis nourrie en retour par le collectif, par l'aventure commune, déjà par le sens de la contribution. Un tout émergent, alors ça c'est cette identité particulière qui caractérise le collectif en tant que tel
et qui inclut et transcende les individus. Un quatuor de musique, ouais, je vais refaire un exemple simple avec une phrase compliquée comme ça. Dans un quatuor de musique, vous n'avez pas seulement Jules, Jim, Bob et l'autre. Hein. Vous avez le quatuor, hein, vous avez les Beatles. À un moment, c'est eux ensemble, ça fait les Beatles. Vous les séparez, ça fait plus les Beatles. Ça va? C'est un bon exemple. Donc, le tout émergent, c'est ce qu'on appelle des caractéristiques émergentes d'un système qui fait que ensemble, nous sommes quelque chose de différent, qui nous inclut chacun, mais nous transcende tous. Ah, intéressant, hein? Alors ça se passe comme ça à tous les étages de la biologie. C'est comme ça que l'évolution se fait. C'est par inclusion de petites cellules qui, en se mettant ensemble, créent un organisme de niveau de complexité supérieur. Il semblerait qu'à l'étage là où nous en sommes, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous soyons aussi invités à nous laisser inclure, en restant complètement intègres dans qui nous sommes, et transcender, pour donner naissance à une espèce différente. Yes. Et un objet lié en circulation. Donc l'objet lié en circulation, c'est ce qui nous mobilise tous ensemble, ce après quoi nous courons. Donc pour une équipe de foot, c'est le ballon, hein, voilà, par exemple. Pour une association, c'est l'objet social. Pour une entreprise, c'est le service rendu. Hein. Et on va retrouver ça dans la raison d'être. C'est ça qui donne une raison d'être à un groupe. Alors, je voulais vous donner ces principes-là parce que finalement, comme le thème des gouvernances est un thème évolutif, enfin, très en évolution en ce moment, revenir aux fondamentaux avant ensuite de choisir ces thèmes, ça va être bien utile. Donc il y a effectivement des nouvelles gouvernances qui arrivent, qui relèvent ce défi de réconcilier la souveraineté individuelle, donc un être humain responsable, constructif, au sein d'un nous qui l'inclut et qui le transcende, au service d'une raison d'être, qui elle aussi nous transcende. Ces nouvelles formes, je voudrais parmi elles saluer la sociocratie parce qu'elle formalise 4 règles très aidantes qui fonctionnent comme un tout, même si chacune peut être vécue séparément. Et que l'holacratie, dont vous avez peut-être entendu, pour certains qui s'y sont intéressés, peut-être entendu parler, reprend aussi les 4 règles de la sociocratie, puis a construit d'autres choses dessus et a adapté un petit peu ces règles. Donc je voudrais honorer ceux qui ont mis en évidence ces 4 principes qui sont le cercle comme lieu du pouvoir partagé, le consentement comme mode de prise de décision, le second lien comme outil de communication entre les cercles, et l'élection sans candidat comme manière de choisir des membres pour des rôles, sur la base du consentement et sur la base de la reconnaissance de tous. Alors on va aller regarder rapidement les 2 premières règles, les autres, ce serait un petit peu... Oui. Je voulais juste revenir au 3e lien. Qu'est-ce que vous entendez par le second lien? Alors le second lien, ouais, je veux bien répondre maintenant dans la mesure où je ne le verrai pas après. Donc le second lien, c'est dans une organisation pyramidale, vous avez un responsable hiérarchique qui chapeaute une équipe. Et puis dans son équipe, il peut y avoir des responsables hiérarchiques qui sont des sous-chefs et qui chapeautent des sous-équipes. Bon. Dans une organisation sociocratique, on va créer systématiquement autour d'une équipe opérationnelle un cercle qui est le lieu où se prennent les décisions pour cette équipe, les décisions stratégiques. Et au sein de ce cercle, en plus du responsable hiérarchique, le cercle va élire une 2e personne qui va s'appeler le second lien ou double lien, qui va siéger aussi dans ce qu'on appelle, dans une organisation classique, par exemple, le comité de direction. Dans les comités de direction, vous n'avez plus dans ce cas-là que les chefs, vous avez aussi un représentant de chaque équipe. Ça permet d'être beaucoup plus connecté au terrain, à ce qui se passe vraiment dans la vie des personnes, aussi dans la vie de l'organisation, dans son contact avec ses publics, et de doubler l'information descendante, qui est classique d'une pyramide, hein, top-down,
d'une information remontante. Voilà, ça c'est le principe du second lien. Alors c'est utile dès lors que vous avez une organisation en plusieurs cercles. Mais si vous démarrez des projets, vous n'avez pas forcément tout de suite plusieurs cercles, encore que, peut-être vous allez assez rapidement avoir plusieurs pôles d'activité, comme c'est le cas au Centrama, hein, donc à voir si ça peut vous être utile. En tout cas, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est quelques éléments sur le cercle et comment le vivre, qu'est-ce que c'est que ce cercle, hein, parce que le cercle est vécu comme étant le lieu du pouvoir partagé dans l'équivalence. Le cercle est sacré, ce n'est pas les personnes qui gouvernent, c'est le cercle. Ça veut dire que les processus que nous allons nous donner, eh bien nous allons les respecter ensemble. Le cercle, c'est le lieu des prises de décision. Gouverner, c'est prendre des décisions ensemble. Si on discute, on est un cercle de parole. On n'est pas encore dans l'action. Et c'est très très utile d'ailleurs de s'entraîner au cercle, dans le cercle de parole. Mais c'est un espace non décisionnel. Si vous voulez créer un collectif dans lequel il y a de la responsabilité partagée et de l'engagement de chacun, donc de la co-responsabilité, ça va être utile de prendre un certain nombre de décisions ensemble, toutes celles qui impactent vraiment la vie des personnes et la vie de l'organisation. Alors, attention, pas toutes, je dis ça parce que pour ceux qui s'emballent pour la prise de décision par consentement, qui est un des bijoux de la sociocratie, vous pouvez aussi beaucoup galérer à prendre toutes les décisions par consentement. C'est pas le jeu. Dans la sociocratie, ce qui est recommandé, c'est que les décisions d'orientation stratégique soient prises ensemble. Où on va, pourquoi on le fait, et éventuellement qui on met à quel poste, ça on le décide ensemble. Mais ensuite, chacun est souverain au niveau opérationnel pour mener la manœuvre comme il l'entend, sans solliciter tout le monde, parce qu'il y a des gens dont on ne sait pas les compétences, et puis vous allez complètement ralentir une organisation si vous prenez toutes les décisions opérationnelles par consentement. Donc les décisions consentement, c'est vraiment pour les grandes orientations, hein, où on va ensemble et comment on veut s'y prendre pour y aller. Ça pourrait être, par exemple, si on voulait créer un projet ensemble, là, tous, de partir en voyage à l'autre bout du monde sur un bateau, ben on choisirait la destination tous ensemble en cercle, avec quel bateau, on met qui à la cuisine pour pas que ce soit le pire à la cuisine, et on va choisir plutôt celui qui sait lire une carte à la navigation, voilà. Et puis on va choisir qui va faire ce qu'il peut. Hein. Donc on va répartir les rôles, éventuellement par consentement. Voilà, c'est une éventualité. Mais en tout cas, où on va, comment on y va, avec quel bateau, ça c'est sûr, c'est une décision par consentement. Après, quand le cuistot est à la cuisine, il ne va pas demander à tout le monde ce qu'il veut manger à midi. Non, ça ne marche pas. Vous comprenez bien. Voilà, donc il s'agit quand même de bien clarifier quel type de décision on va prendre par consentement et lesquelles on va laisser au périmètre de responsabilité de chacun. Alors, c'est le lieu des prises de décision du cercle dans le périmètre de sa mission. Si on a une organisation en plusieurs sous-cercles, ben chaque cercle a une mission qui est en lien avec la raison d'être, qui est l'étoile jaune là-haut. Et donc il s'agit d'être souverain dans son périmètre et pas sur le cercle d'à côté. Voilà. Je fais juste des petits éléments synthétique, mais c'est vrai que c'est très important de savoir c'est quoi le périmètre de mon cercle. Par exemple, ici, je ne pense pas qu'aucun cercle soit chargé de décider de ce que devrait faire un mât. Bon, c'est juste pas ici que ça, c'est pas dans un cercle, c'est pas dans un cercle d'activité que ça va se décider. Donc il est important d'être au clair sur le périmètre du cercle. Alors, j'ai essayé de synthétiser quelques repères d'une réunion de cercle. La façon de mener une réunion va être différente pour encourager la participation et la co-responsabilité. Et il y a quelques étapes qui peuvent vous être utiles. En tout cas, c'est pas la réunion, c'est la création du cercle d'abord, avant qu'on parle de réunion. Les étapes de la création, c'est être au clair sur notre intention et vérifier qu'elle est commune. C'est-à-dire la raison d'être. Hein. Pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on vise à faire, et on vérifie si on est tous là pour la même chose. Sinon, il va y avoir de la déperdition d'énergie, des frustrations. Donc c'est important, et notamment parce que l'intention, c'est le moteur. C'est ça qui nous motive, qui nous donne une perspective, c'est l'objet lien qu'on a vu tout à l'heure.
Et puis ensuite, on va créer un cadre. Alors le cadre, c'est le contenant qui va permettre d'incarner cette intention. Si l'intention, c'est l'énergie, le cadre, c'est la matrice, qui peut prendre la forme d'une charte relationnelle et comportementale. Elle va vraiment créer les conditions pour que, je vais symboliser ça par un cercle, que l'intention puisse s'incarner au cœur de ce groupe humain. C'est-à-dire qu'on va se demander ensemble, et ça c'est une étape précieuse pour co-construire des liens aussi, la confiance, c'est à quelles conditions je vais me sentir à l'aise pour œuvrer avec vous, à quelles conditions relationnelles par exemple. Est-ce que je suis d'accord pour qu'on s'insulte, qu'on se juge ici, ou bien est-ce que j'aimerais qu'on se parle plutôt en parlant au jeu, en prenant la responsabilité de sa parole. Par exemple, les repères que j'ai donnés avant peuvent être dans une charte relationnelle et comportementale pour soutenir la qualité de ce qui va vivre dans le cercle. C'est à cette condition-là qu'on va être ensemble un petit peu inspirés peut-être, hein, plutôt que d'être un groupe grégaire dans lequel chacun est derrière son bouclier ou avec son couteau. Donc ça, c'est l'un des points clés, c'est créer, même en quelques points, même synthétiques, une charte relationnelle et comportementale, si possible co-construite, au moins par les premiers, puis elle sera évolutive après. C'est important que ce soit mouvant, c'est pas quelque chose qu'on met dans les toilettes et qu'on oublie ou qu'on voit juste de temps en temps, c'est vraiment quelque chose qui doit vivre en fonction de ce qu'on rencontre comme situation. Et c'est ça qui va détendre. Hein. Quand je dis sécuriser, c'est que nos comportements défensifs, donc notre chacal sort quand il n'est pas en sécurité. Donc un des besoins fondamentaux, c'est la sécurité. Moi, si je suis pas sûre que je vais pas me prendre un coup de griffe parce que je sors une idée un peu originale ou je ne sais pas bien m'exprimer dans un cercle, je vais pas m'exprimer. Voilà. Donc créer la sécurité pour chacun, c'est créer les conditions de l'expression et de l'émergence des talents et aussi l'expression des vulnérabilités. Alors ça paraît bête de dire ça, peut-être, parce qu'on se dit oui, mais on crée surtout de la coopération sur les talents. Eh ben non, on crée de la coopération sur les talents et sur les vulnérabilités partagées. Parce que si on avait tous les talents, on n'aurait pas besoin d'être ensemble. Donc c'est intéressant aussi de savoir partager nos vulnérabilités, nos limites, parce que c'est là où j'ai besoin des autres. Voilà. Ouais. Vous pourriez donner quelques exemples de chartes relationnelles ? Alors si vous en voulez, je pourrais en envoyer. Avec plaisir, je les enverrai. Chez Colibri, on a une charte de 2 pages, elle est un petit peu longue. Mais si vous voulez tout à l'heure, je pourrais vous lire parce que du coup, un des membres a suggéré qu'on fasse une version brève. Donc si ça vous intéresse, on pourra clore par ça. J'essaierai de la trouver. Voilà. J'ai mis ici une cellule vivante parce que j'aime beaucoup les parallèles avec la biologie et la nature et pour montrer comment dans le vivant, finalement, c'est de la même manière que ça se passe, c'est-à-dire que dans le noyau, il y a l'ADN, hein, il y a le programme de vie d'un organisme qui commence par une cellule originelle, qui est un organisme unicellulaire. On pourrait dire que notre intention, notre raison d'être, c'est ça qu'on a envie de vivre ensemble. En même temps, le noyau, sans cellule, il ne fait rien. Hein, donc il y a un cytoplasme qui va se créer autour avec une membrane et qui va apporter des nutriments au noyau pour que la cellule puisse se développer, puis commencer à se diviser en deux et faire son programme de division cellulaire et de création d'organismes. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que, puis il y a sûrement peut-être des gens qui s'y connaissent bien mieux en biologie que moi dans la salle, c'est que dans chaque cellule, même que ce soit une cellule de doigt ou de pied, on retrouve l'ADN, donc on retrouve l'intention d'origine de l'organisme, on est dans le même. Hein. Sinon c'est que c'est peut-être un microbe ou une bactérie étrangère, quoi qu'utile, bon, peut-être, mais en tout cas, l'idée c'est que cette membrane, c'est pas seulement une idée, c'est une réalité, elle filtre ce qui est bon pour la cellule et elle laisse dehors ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle les processus d'inclusion et d'exclusion, ou engagement-désengagement en sociocratie. Ça fait partie du cadre aussi. De savoir, est-ce qu'on va vérifier si les personnes qui viennent ont la même intention, et si elles sont d'accord de respecter par exemple la charte relationnelle, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on va laisser dehors pour la santé de l'organisme vivant, qui est notre collectif. Voilà. Alors quelques éléments ensuite, c'est partager les rôles au sein du cercle, ça permet de développer la co-responsabilité. Des rôles de base, déjà, c'est coordinateur, même si le coordinateur, en principe, est nommé par le coordinateur d'au-dessus en sociocratie, mais on peut aussi avoir un groupe qui nomme son coordinateur par consentement.
un animateur, un secrétaire, donc à minima. Et puis d'autres rôles peuvent être aussi choisis par consentement. En tout cas, c'est l'idée de partager les rôles, et l'élection sans candidat, je ne la présente pas ici, parce que ça ferait un peu trop, mais si vous aviez envie, on pourrait le faire après, ou je pourrais le faire en aparté. Et puis ensuite, j'aimerais vous donner quelques repères pour vivre une réunion de cercle. Voilà, pour éviter la réunion qui démarre avec un seul qui parle, et ensuite 3 qui débattent et 5 qui se taisent, hein, que j'ai beaucoup connu en entreprise, quand c'est pas 20 qui se taisent. L'idée, c'est de commencer par donner la parole à chacun, même brièvement, pour un petit tour qu'on pourrait appeler météo et intention, c'est-à-dire comment je me sens, avec quoi j'arrive, et mes intentions. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a une intention commune qui nous rassemble, mais moi, je peux aussi mobiliser une énergie. Dans l'intention, il y a de l'énergie que je mets, parce que mon intention, c'est d'offrir quoi dans cette réunion, c'est de vivre quoi. Donc ça mobilise chacun. Et pour ceux qui ont envie de solliciter la participation de tous, quand quelqu'un prend la parole au début, c'est plus facile ensuite pour lui de la prendre après. Alors que si ça n'a pas été le cas au début, il y a des personnes qui peuvent très bien avoir du mal à parler ensuite. Donc l'idée, c'est que chacun prenne sa place, soit dans un tour de parole, soit en demandant à chacun un tour de rôle comme il le veut, de prendre la parole et de dire, de poser sa parole dans le cercle. Ensuite, selon ce que vous avez à vivre, vous allez utiliser des processus différents. S'il s'agit de réfléchir, d'élaborer, de brainstormer, on peut avoir ce qu'on appelle un moment de parole au centre. C'est-à-dire qu'on va nourrir le centre du cercle, qui symbolise notre raison d'être. Et donc, je nourris, j'apporte, j'enrichis, je n'oppose pas. Je ne dis pas non, je ne suis pas d'accord et je ne rentre pas dans le débat. J'essaie d'éviter de nommer les personnes avec qui je ne serais pas d'accord, je complète. Voilà, ça va contribuer à faire émerger quelque chose du centre. Et pendant que je nourris le centre, j'écoute le centre aussi. J'écoute ce qui émerge de ce qu'on a mis au centre. J'aime bien, moi, mettre un objet, un bel objet, ou une bougie, ou une coupe, hein, comme un réceptacle. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui émerge, et puis quiconque, l'animateur ou autre, peut faire la synthèse de ce qui émerge, et puis il y a peut-être une proposition qui arrive. Ça, c'est quand on veut élaborer une proposition, réfléchir ensemble, ou faire le clair sur un sujet. Ensuite, on peut aussi avoir à prendre des décisions. Et là, ce sera la prise de décision par consentement, qui est un processus très rigoureux. Et c'est important de prendre le temps de clôturer une réunion. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps, au moins un mot, mais plutôt une phrase ou deux pour chacun, de manière à d'abord s'entraîner. Et c'est une pratique aussi à célébrer les avancées, plutôt que de dire juste on n'a pas fini toute la liste des sujets qu'on avait prévus. Non, c'est avec quoi je repars, qu'est-ce qu'on a avancé, qu'est-ce que je peux célébrer qui va me donner du courage. Et puis évaluer pour évoluer, c'est-à-dire dans nos fonctionnements, comment nous avons travaillé ensemble, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai moins apprécié et qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer. Donc de réunion en réunion, nous rentrons dans un processus apprenant. Tous ensemble. Ce n'est pas que l'animateur qui est en charge de ça, il a besoin du soutien de son cercle pour vivre une courbe d'apprentissage. Donc tout ça, c'est un enchaînement. C'est important en tant qu'animateur de réserver un peu de temps pour le tour de clôture. Et puis, moi j'utilise beaucoup le silence comme moment de l'ouverture pour favoriser le centrage. Juste 1 minute ou 2, ça peut aider. Ou dans tous les moments où il y a une tension, ou bien il y a une décision à prendre, que chacun puisse revenir vers ce qu'il pense lui, où il en est. Et puis aussi, à tout moment, donc une petite clochette peut servir à ça, quand le rythme va trop vite, ou que le cadre n'est pas respecté, que n'importe qui dans le cercle puisse agiter la petite clochette pour rappeler et demander un petit moment de silence. Ça aussi, c'est prendre le pouvoir ensemble sur la qualité de notre réunion. Voilà, alors en fait, vu l'heure, je vais regarder. Oui, je suis arrivée au temps qui m'était imparti. Donc je ne suis pas sûre que je vais vous présenter la décision par consentement. Parce que j'ai à cœur de respecter aussi votre énergie. Donc voilà, je me tourne aussi peut-être vers Mathieu. Et vers vous, si vous en avez envie. Pour ceux qui sont inscrits, mais ouais. Ça se limite à peu de personnes dans la salle, je sais pas pour les autres. Alors peut-être je vais vous demander, qui aimerait entendre la prise de décision par consentement?
D'accord. Qui préférait qu'on arrête maintenant et qu'on passe par un petit moment de temps de questions-réponses éventuelles? C'est kiff-kiff. Ah non, il y en a un petit peu plus quand même. Alors moi j'aime bien les choses qui laissent à désirer. Ça laisse du désir. Donc, pour ceux qui voudraient, je pourrais en parler après, vous irez à l'atelier sur la sociocratie demain parce que Mathieu maîtrise bien le processus de prise de décision par consentement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le passer vraiment tellement succinctement que ceux qui voudraient que ça s'arrête vont être très contents, et les autres aussi. Voilà, 3 étapes, avec finalement le symbole de la paix au centre. Bon, ça c'est un petit moyen mnémotechnique. On va clarifier la proposition avant de la discuter. Ensuite, chacun s'exprime à tour de rôle. Et à partir de là, on va peut-être modifier la proposition. C'est la fin de l'étape 2. Et passer à un tour d'objection. La décision par consentement s'appelle aussi, en sociocratie, la décision par zéro objection. C'est-à-dire que je ne cherche pas le consensus qui répond aux préférences de chacun. Je cherche une décision qui soit acceptable par tous. Et la différence est considérable parce que la décision qui répond aux préférences de chacun est une illusion. Donc j'ai pratiqué ça pendant des années avec des nuits entières de recherche dans une vie communautaire antérieure. Jusqu'à ce que je découvre ça, et là j'étais très soulagée de voir qu'en fait on va chercher un chemin qui soit acceptable par tous, hein, et qui bien sûr contribue à la raison d'être, mais soit aussi respectueuse des limites de ceux qui doivent vivre avec. Et c'est dans ce sens-là qu'une décision va être réaliste, c'est parce qu'elle tient compte des humains qui doivent la vivre. Voilà ce qu'est une objection. Est-ce que c'est que ça si j'ai une objection, c'est que ça ne concourt pas à la raison d'être ou je ne peux pas vivre avec. Je ne pourrais pas la même mettre en œuvre, j'ai vraiment une limite forte. Et dans ce cas-là, une objection est un cadeau et non pas une obstruction, l'autre il m'empêche d'avancer. Au contraire, c'est un cadeau parce que en traitant ça, tous ensemble, nous allons prendre une décision qui a beaucoup plus de chances d'être suivie des faits. Voilà. Alors je vais juste finir par que apprendre à agir ensemble, c'est avancer pas à pas, célébrer nos progrès, apprendre de nos erreurs, cultiver la bienveillance qui est un terreau de confiance, de la confiance et de la joie. Et je vous remercie.